association a la particularité d'avoir des anciens du chantier, mais aussi des gens qui n'ont pas travaillé au chantier. C'est le cas de Lucas, qui est historien, qui a fait une maîtrise de la mémoire master. Une maîtrise de mémoire master sur l'histoire des chantiers. Donc il est très pointu dans le domaine historique. Ça va beaucoup plus loin que ce que je savais moi. Nous allons vous présenter un film qui dure 23 minutes et qui représente la ville de la Seine et son chantier qui a duré pendant 150 ans. Ton grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? Je sais pas. C'est possible, oui. Roselin, ça me compris. Roselin, ça me parle, je connais ces points-là. Il y en a d'autres? Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le charbon. Comment? Il faisait du charbon. Il faisait du charbon. Le charbon. Il était 6300, ça fait combien? C'est pas tout le monde évident. Découper les toiles, il devait être attaché à l'uniste avant, ça s'appelait. Il y en a encore? Vous en parlez un peu du chantier, vous en racontez un petit peu? Un petit peu. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Alors, si vous avez des questions là, sur ce que vous avez vu, ben, on peut y répondre bien volontiers. Sinon, oui. Ils viennent d'où les noms des paquebots? Alors les paquebots, ils viennent... En fait, c'est l'armateur qui commande le paquebot qui choisit le nom. Donc par exemple, pour le Lyoté, c'était la compagnie Paquet qui faisait des liaisons avec les colonies françaises, notamment en Afrique. Et il se trouve que Lyoté, c'était un général qui a participé à la colonisation. Et donc les présidents, le conseil d'administration de la compagnie a décidé de donner le nom de ce général à un de ses bateaux. C'est en gros, hein, pour simplifier, c'est le client. Le chantier, il fabrique un bateau pour un client et c'est le client qui dit bah voilà, mon bateau il s'appellera ça ou ça. Voilà. Parce qu'un bateau, bon, au départ, nous, la construction, c'est un numéro. Bon, on a commencé 1401. Pendant qu'on travaille dessus, c'est toujours le 1401, tu vas travailler sur le 1401, tu fais ceci, tu fais cela. Après, le jour du lancement, c'est la phase importante, je ne sais pas si vous avez compris, un bateau, c'est comme ça, on fait les plans. Après, on prend des morceaux de tôle et on les assemble d'abord dans un atelier, puis on les met sur une cale, pour rendre étanche, et là, on le lance. Le jour du lancement, c'est là qu'il porte son nom de baptême. Le Lyoté, le Firsky, les tas de noms. Et il y a une marraine. Il y a une marraine, comme le baptême civil chez nous, plutôt non pas civil, mais les deux, les deux civils aussi. Et là, alors, il y a tout le monde qui vient le jour du lancement, c'est quelque chose de très important. Il y avait toute la ville qui était invitée, il y avait le préfet, il y avait les autorités, il y avait la fanfare, et surtout il y a tous les travailleurs de chantier qui étaient invités au lancement. Ça se passait comme ça, alors il y avait des tas d'opérations, peut-être on en parlera, mais surtout la marraine, elle coupait une corde, et il y a une bouteille de champagne qui vient se fracasser sur la coque, c'était une moelle. Et là, à ce moment-là, le bateau il part à la mer. C'est pas la bouteille de champagne qui fait partir le bateau, il y a un bérin en vérité, mais c'est symboliquement, il part des fois, elle ne se cassait pas, et c'était pas très heureux pour le présage du bateau. Il n'a jamais qu'un coulé de cela. Et là, il porte le nom, effectivement. C'est à ce moment-là qu'il donne son nom. Il est loin d'être terminé quand il est lancé, mais il est capable de flotter. Voilà. Et donc, quand il rejoint son élément pour la première fois, c'est donc une cérémonie officielle à l'occasion de laquelle il reçoit son nom. Les chantiers que vous avez, les travailleurs, ils ont fait quoi? Bon, je le complétera, mais bon, d'abord il y a eu des licenciements successifs. Mais disons qu'en 1981, ça a été complètement fermé. Il y a eu plusieurs types. Il y en a qui sont partis à la retraite. On a mis à la retraite, ils étaient âgés, on les a mis à la retraite. Et puis pour la plupart, on s'est reconvertis. Alors on s'est reconvertis dans les différents métiers, et puis il y en a qui sont au chômage. C'est pas une question qui est facile à dire, mais voilà, c'est très divers. 90% des cas, ça a été très douloureux. De toute façon, on a vécu ça comme un traumatisme. Pendant longtemps, on ne voulait pas trop en parler. Il fallait se débrouiller, à travailler pour les plus âgés, pour ceux qui devaient travailler, qui étaient à l'âge de travailler. Maintenant, bon, les choses ne sont pas apaisées, puisque nous sommes quasiment tous à l'âge d'être à la retraite. Sans compter, il y avait un gros fléau et qui continue à décimer beaucoup d'entre nous, c'est l'amiante. Un gros problème d'amiante. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'amiante, c'est un produit naturel, je viens de dire de moi, je vous laisse
pas laisser la parole. C'est un produit naturel que l'on trouve dans les mines et qui servait d'isolant. C'est pour isoler contre la chaleur, pour la chaleur, pour mécanisme de chaleur. Et cet amiante, il y en avait de partout dans les constructions là-bas. Dans les gros tuyaux de la petite charrie à vapeur, pour que ce soit chaud, pour le maintenir en vapeur, il y avait des matelas d'amiante, il y en avait toute la structure, il y en avait de partout. Il faut savoir quand même que l'amiante, elle était dans tout de partout, il y en avait, mais pas que dans les chantiers navals. Il faut savoir que les premiers morts de l'amiante, ça a été à l'université de Jussieu, à Paris, parce que les faux plafonds étaient en amiante. Et les professeurs, essentiellement, à force de respirer ça, ils ont chopé le cancer de l'amiante. Alors l'amiante, ça évolue de façon, ça reste comme ça, on diminue la capacité respiratoire, ça évolue dans l'asbestose et on en meurt. Mais le problème, c'est qu'on n'en meurt pas tout de suite. Ça se déclare 20, voire 30 ans après. Et là, il y a encore un copain, la semaine il y a quelques jours, qui est décédé de l'amiante. Sans compter, nous avons tous plus ou moins respiré. Vous voulez demander quelque chose? Est-ce que ça correspond? Comment? Ce que ça dit. Pas, parce que j'étais le peu souvent. Justement, oui, ce que tu en savais de l'amiante, ça correspond à ce qu'on a expliqué, Jean? Malheureusement, c'est comme ça. Par exemple, mon grand-père, il en a, mais je crois à 2% ou 3%. Voilà. Mais c'est pas beaucoup, c'est grand. Non. Oui, non, heureusement qu'on n'en meurt pas tous. On en a et ça évolue pas, parce que ça c'est chacun, malheureusement, ça évolue chez chacun de façon différente. Mais 2-3%, c'est pas bien, mais c'est pas forcément. Pardon? Ça, j'ai des cancers. Oui, exactement, ça, oui. Mon grand-père, il est mort à cause de ça et je crois que ça cause de ça. Et voilà, oui. Malheureusement, oui. En fait, c'est une matière qui se diffuse sous forme de particules extrêmement fines et qui en fait se dissout pas dans le corps. Voilà, ça traverse. Alors c'est un cycle de recyclage mais très particulier. Il y a certains matériaux comme ça qui sont très nocifs et qui sont traités par des entreprises spécialisées. D'ailleurs, les bateaux, justement, surtout les bateaux, je ne sais pas si vous avez connu le Clémenceau, c'était un porte-avions militaire. Non. Bon, quand il a passé l'âge de naviguer, on voulait le récupérer pour en faire un musée, pour que les gens puissent visiter à bord. C'était une bonne idée, mais seulement il y avait de l'amiante de partout. Et le coût du amiantage, c'était énorme, donc il coûtait la ferraille. Et ça, malheureusement, jusqu'à une certaine époque, là, ces déconstructions de navires, je dirais, se faisaient faire dans les pays hindous et compagnie. Je ne sais pas si vous avez vu des films dessus, dans les conditions où ils travaillent les gens. Ils travaillent quasiment pieds nus, ils sont à l'extérieur, toujours à l'équilibre. Les conditions de travail sont épouvantables. C'est les pays hindous, ce sont les pays Inde, Bangladesh, voilà, en Turquie aussi. En Turquie, où c'est comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez l'occasion des fois de traverser la rade de Toulon, vous avez des vieilles coques qui sont en fait des bâtiments de la Marine nationale qui sont désarmés. Bon, il y a l'orage, l'ouragan, Jubert, un peu long. Et ils vont être déconstruits normalement l'année prochaine, mais il y a toute une phase de désamiantage, parce que ce sont des bâtiments qui datent des années 60, et dans ces bateaux-là, il y a toujours des isolants en amiante qui sont toujours à bord, donc il y a toujours, de même que quand on va refaire ce collège par exemple, il y aura cette phase-là, pour ces bateaux-là, c'est ça, il y a une phase de désamiantage obligatoire. Et le problème, c'est que dans les chantiers de déconstruction qui sont en Inde ou au Bangladesh, ils ne s'embarrassent pas avec ces normes de sécurité au niveau du désamiantage. C'est pourquoi ces bateaux-là vont être déconstruits soit en France, soit en Belgique, mais par des chantiers qui respectent ces obligations. Des questions sur autre chose? Sur l'histoire, les chantiers, sur les bateaux? La Jeanne d'Arc. Oui. Elle est à Brest, non? Oui, elle est à Brest. Elle Elle est en cours. Alors, je ne sais pas où en sont les travaux, mais elle est partie il y a peu de temps pour un chantier de déconstruction à Gand, en Belgique. Ainsi, et le Colbert va faire pareil. Et justement, Colbert et Jeanne d'Arc, c'est des bateaux qui sont pleins d'amiante, comme l'était le Clémenceau et le Foch, parce que, en fait, en fonction de sa propulsion, un bateau a plus ou moins d'isolant.
Et les navires à propulsion à vapeur, comme étaient la Jeanne d'Arc, le Colbert, le Foch, eux, il y a l'amiante de partout. Comme l'était le Lyoté ou le Sky, parce que c'était des vapeurs aussi. Donc eux, il faut y faire très très attention. C'est un peu pour ça aussi que le Colbert a été retiré de Bordeaux, que ce n'est plus un musée maintenant. Excusez-moi, Maxime, tu sais ce que c'est déjà là? Porte-hélicoptère. Mais comment tu connais? C'est ça, on n'est pas C'est un des bateaux les plus connus de la marine française. Mon père il est marin. Moi, je suis en train de... Mon père il est marin. Donc il y a navigué sur la chaîne. Non, sans Clémenceau. Et il est passé peut-être sur la Jeanne? Non, je crois pas. C'était le bateau école, la marine nationale. C'est ça. Je crois que ce qu'il faut retenir dans l'histoire des chantiers de la Seine, c'est que c'était vraiment le monde qui avait dans la ville, tout tournait autour des chantiers. Et les gens de la Seine, voire de Sifour, même de Lille, qui n'avaient pas quelqu'un de la famille qui travaillait au chantier, et il n'avait pas quelqu'un qui travaillait au chantier. D'autre part, il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'aussi il y avait l'école d'apprentissage du chantier de la Seine. C'est-à-dire que quand on était jeune, et puis qu'on allait à l'école, on ne connaissait pas forcément, mais en rentrant à l'école d'apprentissage du chantier, on apprenait un métier. Électricien, piloteur, menuisier, peu importe, on sortait 15 après, on avait le travail. Et puis il y avait ce qu'on avait à l'intérieur des chantiers comme ça, il y avait la progression sociale. C'est-à-dire qu'on pouvait rentrer comme manœuvre, je dirais, et finir comme ingénieur chantier. J'exagère un petit peu, mais en fonction de ses capacités, de ses compétences et tout, il y avait une progression. On ne restait pas toujours dans le même poste, dans la même catégorie, on avançait. Il y avait par expérience, par rapport à ce qu'on savait faire, par la personnalité. On a eu beaucoup d'ingénieurs chantiers qu'on appelait, qui étaient très performants. La deuxième particularité, je pense que ce qu'il faut souligner aussi, c'est la diversification que nous avions, qu'on faisait. On ne faisait pas que des bateaux. Ça, c'était notre force. On faisait tout type de bateaux. Quand on est passé, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas vu, mais quand on est passé à faire des plateformes de forage, nous sommes passés à faire des tubes lance-missiles pour les sous-marins, on faisait n'importe quoi. Pour vous dire, on avait fait, il y avait un bassin, vous savez le bassin qui existe actuellement, où c'est qu'il y a les bateaux qui sont là, qui viennent se garer, là, les bateaux à l'hivernage. Ce bassin il fait 230 mètres de long. Et on a fait des bateaux qui faisaient 280 mètres. Comment faire rentrer un bateau de 280 mètres dans un bassin de 230 mètres? On l'a fait en deux. On a fait en deux parties. On a fait la moitié comme ça, on a fait la moitié comme ça, on les a sortis et on les a assemblés à flot. C'est-à-dire que sous l'eau, il y a des gars qui sont allés soudés avec un tunnel et le bateau il a été rassemblé comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire des bateaux de 300 mètres, de 4 bords, de 400 mètres. Je crois que ça pose d'autres problèmes techniques. Mais pour vous dire, on était une entreprise de parier. Les plateformes que vous avez vues, les plateformes semi-submersibles auto-élévatrices, c'est des gens qui faisaient 60 mètres de haut. Dans la précision que ça demandait. Les cubes de méthanier, si vous vous dites, regardez le bonhomme, ce sont des cubes qui faisaient 30 mètres par 30 mètres par 30 mètres, c'est énorme. Il y avait 30 km de soudure par cube, enfin, on pourrait en parler pendant longtemps. On n'avait aucun problème. Et vous pouvez regarder un petit peu aussi les escaliers, vous savez, les escaliers mécaniques, on prend à Arlois ou n'importe où. Eh bien, ce sont des escaliers, on fait ça au chantier. L'usine d'incinération qui est à la Gouan, c'est les chantiers qui faisaient ça. Donc on était diversifiés, on était complet, on avait des compétences dans tous les domaines. Parce que ce qu'on peut en retenir, et c'est un petit peu la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui font que raconter l'histoire de ces chantiers est ultra importante ici. Un, ça a duré plus d'un siècle quand même cette histoire. C'est 150 ans, c'est pas rien. C'est pour ça d'ailleurs que ça a provoqué un tel traumatisme quand ça a fermé, parce qu'à l'époque, les travailleurs du chantier n'imaginaient pas qu'un monument pareil, qui était les chantiers de la Seine, qui avait une si longue histoire, allait fermer. Deux, ces chantiers navals ont été un des fleurons de l'industrie française pendant de nombreuses années. C'est-à-dire qu'à l'étranger, à l'international, vous parlez de la Seine, vous parlez des FCM, ça résonne, c'est quelque chose, c'est pas rien. Et même encore aujourd'hui, des gens qui étudient l'histoire des marines de commerce et des marines militaires fin 19e, début 20e siècle, vous leur dites, voilà, moi je suis de la Seine,
il y a de fortes chances qu'ils vous disent ah oui, la Seine, ben, je connais, il y a tel bateau que mon pays a acheté à l'époque. Ben, un Chilien il vous le dira, un Japonais vous le dira, un Russe il vous le dira. Ouais, on a acheté des bateaux, ils ont été faits chez vous. Et les Néerlandais par exemple, ils l'ont gardé comme musée, le Scorpion. Il a été construit en 1865. Et ça marque. Donc ça a une importance pour ici, ça a une importance au niveau international. Et la troisième raison, c'est celle qu'a développée Jean-Claude, c'est que presque toutes les familles qui habitaient la Seine, à un moment donné, elles ont été liées à ce chantier. Elles avaient quelqu'un de la famille qui y travaillait. Vous voyez, et ce chantier, c'était le poumon de la ville. Alors vous en rendez pas compte parce que la plupart, vous êtes nés vers 2001, si je calcule bien, à peu près. Donc ça veut dire que ça avait déjà fermé depuis plus de 10 ans, quand vous êtes nés. Mais ce chantier faisait vivre toute la ville. Et quand ce chantier a un département d'ailleurs. Ouais. Et quand le chantier a fermé, bah, tout s'est cassé la figure. Et ça a mis très longtemps à remonter. Et on n'a pas encore terminé aujourd'hui. Vous voyez un petit peu, vous voyez, c'est quand même des éléments qui font que ça a quand même une importance que cette histoire-là, elle soit transmise. Soit par les témoignages, soit par ceux qui, modestement, ont pu faire des recherches dans les archives, comme j'ai pu faire moi quand j'étais en histoire. D'autant que ça, vous avez certainement, en géographie, je ne sais pas quoi vous avez parlé, l'avenir est dans la mer. L'avenir est dans la mer, est allé chercher les nodules polynucléiques qui sont au fond de l'eau, il y a encore des matériaux, il va falloir chercher les algues et tout ça c'est lié à la construction navale. Et on aurait pu faire des systèmes pour aller chercher tous ces appareils et tout. Alors il y a Yves Frémère qui continue à travailler, heureusement, en termes de recherche et tout. L'avenir du troisième millénaire, je ne sais plus ce qu'il a dit, c'est au fond de l'eau qu'on ira chercher.